Bonjour à tous. Un grand merci pour la Société tunisienne de gynécologie obstétrique que je félicite tout le board pour ce 30e congrès national qui est très particulier de par la pandémie Covid. Merci pour les efforts et merci pour avoir mené à bien ce congrès qui devient une tradition annuelle et internationale. Je vais vous parler encore une fois cette année de l'épidémiologie de l'infection HPV. Alors c'est quoi juste ce petit virus qui finit par nous poser beaucoup de problèmes, C'est un tout petit virus de 55 nanomètres de diamètre qui a un tropisme particulier pour les tissus, la peau et pour les muqueuses. Il y en a 40 types. Ils ne sont pas tous oncogènes. Il y a des HPV oncogènes à bas risque et il y a aussi des HPV à haut risque oncogènes comme le 16 et le 18, on y reviendra. Alors c'est un virus qui a fini par faire beaucoup de ravages. C'est un véritable fardeau de la maladie dans les deux sexes d'ailleurs, puisque les hommes ne sont pas épargnés par ce fléau. C'est une maladie sexuellement transmissible. Donc du coup les hommes présentent en Europe du moins beaucoup de cancers du pénis, du cancer de la sphère ORL, le cancer anal et beaucoup de verrues génitales. La femme, de son côté, présente aussi des cancers de la vulve et du vagin, le cancer anal, le cancer de l'ORL et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cancer du col de l'utérus. Vous connaissez très bien ce schéma de la filiation qui va schématiser la filiation HPV et cancer du col. Alors, sachez que 80% des femmes et 90% des hommes sont infectés un jour par le HPV, au moins une fois dans la vie. Mais heureusement, et très souvent, cette infection va être spontanément résolutive. Et en effet, il n'y a que très peu d'HPV qui vont persister. Et c'est ce passage à la chronicité de l'infection HPV par les génotypes qui sont appelés quand même potentiels oncogènes élevés. C'est ce passage-là qui va induire à la longue des lésions du col, des lésions dysplasiques et parfois le cancer du col. Alors, quels sont les facteurs qui font en sorte à ce que cette infection persiste sur le col? C'est l'âge jeune lors des premiers rapports sexuels, ça vous le savez tous, je ne vous apprends rien. La multiplicité des partenaires en association avec le tabagisme, d'où l'importance d'un interrogatoire minutieux. C'est pas toujours facile d'avouer ce comportement sexuel dit à risque. Ajoutez à cela la contraception orale et quelques déficits vitaminiques ont été rapportés dans la littérature. Alors j'en arrive au vif de mon sujet, la mortalité par cancer du col, puisque je vais parler épidémiologie encore une fois. Alors l'OMS en 2018 a rapporté plus que de par le monde, plus qu'un demi-million de nouveaux cas de cancer du col, exactement 570 000 nouveaux cas par an et 311 000 décès, dont 260 000 dans les pays sous-médicalisés, ce qui fait plus que 80%. Donc vous vous rendez compte, c'est beaucoup de morts par cancer qui, on va le voir tout à l'heure, est tout à fait évitable. Ça fait de ce cancer le deuxième cancer féminin, après celui du cancer du sein, et le troisième rang de mortalité par cancer, après celui du cancer du sein et le cancer du poumon. On a dit aussi que 80% de ces cas sont issus de pays de faibles ressources, où le dépistage par frottis cervico-vaginal est d'accès difficile et a un faible impact. Donc, c'est dans ces pays-là que la vaccination anti-HPV va trouver, à notre avis, sa meilleure place. C'est pour ça que l'OMS s'est fixé comme objectif, pour objectif de 2030, éradiquer carrément le cancer du col. Ça peut paraître illusoire de premier abord, mais cet objectif est entre nous réalisable. C'est un cancer qu'on peut éviter. Il est évitable grâce, comme on l'a dit et on l'a redit, par la prévention secondaire, par le frottis cervico-vaginal, mais il s'avère que cette prévention secondaire reste très peu efficace dans nos pays, où cette logistique de frottis cervico-vaginal tarde à se mettre en place. Donc nous comptons beaucoup sur la prévention primaire par la vaccination anti-HPV. Alors qu'en préalable à cette prévention primaire, il est très important de connaître les génotypes des HPV. Pourquoi ? Parce que chaque pays a ses spécificités en matière de génotype de HPV.
Alors, par exemple, en Europe, vous voyez ici le schéma qui montre la distribution des génotypes. Le 16, le 18, le 33, le 45 et le 31, ils font à eux seuls 86% des cas, avec en tête de liste le HPV 16 avec 66% des cas. Donc on voit que dans 90% des cancers du col de l'utérus sont dus à ces types de HPV en Europe, par exemple. Ce n'est pas le même cas, ce n'est pas la même situation en Afrique ou en Amérique latine, on va le voir tout à l'heure. Alors, qu'en est-il en Tunisie? Les études sur l'HPV sont rares. Il y en a eu quelques-unes qui ont toutes pratiquement été faites à l'Institut Pasteur et en collaboration avec le centre de reproduction le centre de santé de reproduction de l'Ariana. Donc, on en a eu 2014, 2016, 2018, mais c'est une filiation c'est une série continue sur ces trois périodes. Vous le savez aussi depuis le temps qu'on en parle, c'est pour ça que j'en parle aussi aujourd'hui de ce sujet avec un peu d'amertume parce qu'on a l'impression d'être inefficace et de faire du surplace, et quand on n'a pas l'habitude de faire de surplace, on est très mal à l'aise. Maintenant, c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on essaie d'introduire le vaccin anti-HPV dans le calendrier vaccinal national à l'instar des pays de la région. On a la chance d'avoir un calendrier vaccinal qui est très très bien fait en Tunisie. Il suffisait d'introduire ce vaccin. Par contre, en revanche, on s'est heurté à la réticence des décideurs et des politiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont des arguments aussi. Ce cancer est rare. On recense moins de 300 cas par an. Donc, ce qui en fait une action qui n'est plus prioritaire au jour d'aujourd'hui. Son coût est resté excessif par rapport au coût qui a été subventionné, du moins par les ONG dans les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple. On a fait un plaidoyer au niveau de la STGO. J'étais avec les membres de la STGO en 2019 au ministère de la Santé. On a eu une discussion très fructueuse à l'époque et on avait des promesses fermes de faire ce qu'il faut pour introduire ce vaccin. Mais entre-temps, il y a eu le Covid, bien sûr, et cette idée a été remise donc, dans les tiroirs. J'espère que ce n'est qu'une partie remise et on reviendra à la charge, ça c'est sûr. Maintenant, l'opportunité de la vaccination anti-HPV en Tunisie, il faut, avant de la faire, il faut avoir une idée sur la situation épidémiologique de l'infection HPV, afin de pouvoir indiquer le vaccin idéal chez nous. On l'a dit, les études étaient rares, timides et statistiquement, elles étaient peu puissantes. Alors globalement, la prévalence de l'HPV en Tunisie, donc en 2016, ça c'est les résultats de l'Institut Pasteur de Tunis, la prévalence varie de 13%, un peu plus, 13% chez les femmes sexuellement actives, ça c'est dans la population générale, à 44% dans les groupes à risque d'IST, essentiellement chez les prostituées. Alors vous avez ici donc des schémas de verrues génitales donc, que vous connaissez très bien, je suppose. Alors, il y a eu en 2018 une étude donc, qui était à propos de, je crois, 600 cas en 2014, mais qui est passée à 1200 cas en 2018. On peut avoir, c'est une étude qui a plus de recul, avec une moyenne d'âge de 43 ans, donc ça va de 18 à 69 ans. Toujours le recrutement s'est fait au niveau du centre de reproduction de l'Ariana. Elle s'est faite du mois de mars 2012 à septembre 2018. Alors, chez ces patientes-là, 1200, on a pu faire un frottis cervico-vaginal associé à un test HPV. Ce test a été pratiqué sur le même prélèvement que le frottis, en phase liquide, et la broche chargée de cellules est vite plongée dans le milieu liquide. Alors, ça, c'est la répartition selon l'âge. Vous voyez que dans la tranche d'âge 35-45 ans, c'est là où on a le plus d'HPV. Alors, les patientes tabagiques avaient beaucoup plus d'HPV, significativement plus d'HPV que les non-tabagiques. Comme autre facteur de risque, on retient les antécédents de maladies sexuellement transmissibles et le bas niveau socio-économique. Alors, c'est une plaque intéressante puisqu'elle montre que la fréquence de l'infection HPV parmi les femmes dépistées, et on peut voir que dans 83% des cas, donc 17% des cas, les patientes étaient porteuses d'un HPV+, 17% des cas.
La prévalence est en fonction de la cytologie. Pour les patientes qui avaient un col pathologique, elle avait 96% d'HPV positif, comparé à 52% lorsque les patientes n'avaient pas de néoplasie. Le col était normal et inflammatoire dans pratiquement 82% des cas chez les femmes qui étaient porteuses d'un HPV. Alors, les principaux génotypes, ça c'est intéressant, les principaux génotypes dans cette série, c'est le HPV 16 dans 32% des cas. Il y en a eu 73 cas, dans 32% des cas. Et il y avait une infection multiple associant l'HPV 16, 56, 11 et 42 dans d'autres cas. Ça, c'est pas intéressant. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que le seul HPV à haut risque oncogène détecté dans notre série de l'Institut Pasteur, c'est le type 16. En revanche, il y a d'autres types qui ont été détectés dans une série de 64 prostituées. Et le HPV de type 16 était observé dans 38% des cas, mais associé au 58 et au 82. Donc, on ne va pas se le cacher. L'idéal serait d'avoir, si jamais on va avoir un vaccin anti-HPV, il faut batailler pour avoir le Gardasil non avalent. C'est celui qui protège contre les 9 types d'HPV oncogènes. L'idéal serait ça. Maintenant, il va falloir négocier le prix pour avoir ce produit qui est tout nouveau. Enfin, tout nouveau, il date quand même de 4 ou 5 ans. L'idéal serait d'avoir ce type-là. Alors, on va quand même discuter un peu. HPV et cancer, ça, on a vu qu'il y avait de fortes associations entre HPV et cancer, que cette association était spécifique, donc chaque pays avait ses spécificités de génotype, et que toutes les cellules cancéreuses et du col et les métastases contenaient de l'ADN de l'HPV. Ça, c'est une plaque qui montre que le risque de progression élevé sur une lésion cervicale, et on voit ici que ça, c'est pour l'HPV 16, le risque de progression élevé sur une lésion précancéreuse du col. L'épidémio, donc la prévalence, comme on l'a dit, mondiale est 12%. Il y a à peu près 40 génotypes d'HPV qui sont classés en 3 groupes à risque oncogène différents. Il y a 4 régions de par le monde à profil génotique différent, l'Afrique subsaharienne, l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Asie. Et cette hétérogénéité de distribution va nous amener à considérer les génotypes viraux afin d'adapter la vaccination anti-HPV. Ça, c'est une plaque que certainement mon ami Chir Cissé va présenter tout à l'heure sur la subvention et les projets de vaccins anti-HPV de par le monde. C'est pour vous dire qu'on est quand même assez en retard dans ce domaine-là. 85% des cancers du col touchent des femmes dans les pays sous-médicalisés, d'entre 15% dans les pays qui ont pu développer le dépistage du cancer du col. L'idéal serait de faire ce dépistage, c'est par la vaccination chez les femmes, la vaccination chez les hommes et un dépistage par le frottis cervico-vaginal. Ça, on l'a déjà dit. Alors, peut-on atteindre l'objectif 2030 de l'OMS par la prévention primaire, la vaccination, prévention secondaire, le frottis cervico-vaginal et par l'IEC, l'information, éducation et la communication, surtout la population des jeunes. En Écosse et au Portugal, par exemple, en Italie aussi, 90% des adolescents qui ont bien voulu répondre à une enquête savaient que le HPV était la cause du cancer du col de l'utérus. C'est important, 90%, c'est un chiffre important à retenir pour voir l'énormité du travail qui nous attend. La cerise sur le gâteau, au Kansas, aux États-Unis, il y a une étude randomisée qui a montré que les femmes préféraient sortir ou avoir un partenaire sexuel masculin qui était déjà vacciné contre l'HPV. Donc, pour vous dire que ça peut aller très très loin. Alors, les recommandations de l'Haute Autorité de Santé en 2016, c'est de faire désormais, avant le frottis, le test HPV. Le test HPV est fait en première intention. Ensuite, si besoin, il sera complété par un frottis cervico-vaginal. Le but, c'est que certes, il est moins spécifique que la cytologie, mais peut être amélioré par un tri des cas, par un examen cytologique. Et surtout, il va permettre d'espacer les tests de frottis, si jamais il revient négatif. Ça, c'est très intéressant en matière de dépistage de la population générale. Donc, ça va donner ça, l'algorithme que vous connaissez tous. Si vous avez une femme négative, HPV négative, elle va revenir après 5 ans pour un nouveau test. Sinon, si elle est positive, avec des
avec des lésions du frottis, il faut faire une colposcopie. Si elle est positive avec un frottis normal, il va falloir qu'elle revienne 6 mois plus tard pour une HPV avec cytologie. Donc, je conclus pour dire qu'il faut réaliser le dépistage sur un échantillon plus large de femmes. On a une toute petite série qui a tout intérêt à être élargie afin de déterminer la distribution de l'ensemble des génotypes HPV circulants. L'objectif, c'est pour avoir des éléments épidémiologiques crédibles dans une perspective vaccinale. Et je finirai aussi par dire, c'est une plaque qui me tient à cœur, c'est que si on vaccine la jeune Tunisienne en 2020, on pourra dans 80% des cas lui éviter un cancer du col en 2040. Mais si on ne le fait pas, elle aura un cancer du col en 2040, car elle n'a pas été vaccinée en 2020. Alors ni elle, ni sa famille ne vont nous le pardonner. Il s'agit de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. À bon entendeur, salut, je vous remercie.